5 août 2011, premier vendredi du Ramadan à Damas. La prière du soir s'achève dans les mosquées de la capitale syrienne. Nous avons rendez-vous avec Mohamed Ali, un des responsables des comités de coordination de la révolution. Les membres de ce réseau clandestin ont accepté de nous guider pendant toute la durée de notre séjour. On a enterré 2 des nôtres hier, tués par balle. Ils ont été visés au cœur et à la tête. Pendant le Ramadan, c'est tous les jours vendredi. Mohamed Ali, dont nous ne verrons pas le visage, a déjà été arrêté et torturé à plusieurs reprises. C'est un des activistes les plus recherchés à Damas. Nous allons participer à une manifestation de quartier qui se répète ici tous les jours après la prière du soir. Malgré les tirs d'intimidation de l'armée, la foule continue d'avancer. Partout en Syrie, des manifestations similaires ont lieu. Ce soir-là, 2 personnes ont été tuées à Damas, 24 dans tout le pays. Samedi 6 août, nous sommes arrivés la veille par la route, en provenance du Liban. Pour les autorités syriennes, nous sommes en vacances. Pas question de dévoiler notre statut de journaliste. Ils sont interdits de séjour dans le pays, depuis que la révolte a débuté en mars dernier. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous jouons aux touristes dans les rues de Damas. Derrière une apparence de normalité, la capitale est sous haute surveillance. Les portraits du président Bachar el-Assad sont omniprésents, les services de sécurité aussi, surtout à proximité des mosquées, lieu habituel de rassemblement des manifestants. Quelque part dans les faubourgs de Damas, Mohamed Ali nous reçoit chez lui pour la rupture du jeûne. Avant de le retrouver, nos accompagnateurs se sont assurés que nous n'étions pas suivis. Malgré cela, il reste sur ses gardes. Là, il faut éteindre la caméra, car ils peuvent nous voir. Qui? Il y a plein d'immeubles en face. Il vaut mieux l'éteindre, il y a plein de voisins autour. Je vous fais rentrer par la porte de derrière. C'est plus sûr, car la porte d'entrée principale est très exposée. Les voisins ne doivent pas savoir que vous êtes étrangère ou que votre visite n'est pas une visite familiale. Sinon, cela me met en danger, moi et ma famille. En Syrie, tout le monde peut être informateur. La mère et les sœurs de Mohamed Ali ne veulent même pas apparaître. T'inquiète pas, tout va être caché, le visage, tout, rien n'apparaîtra. Ça, c'est le taskia, le plat traditionnel syrien du Ramadan. C'est toujours papa qui le prépare. Mohamed Ali est l'un des 10 coordinateurs du mouvement de contestation. Étudiant à l'université de Damas, c'est le fils d'un opposant de la première heure au régime. Moi, je mange. Comme beaucoup d'activistes, Mohamed Ali respecte le Ramadan mais ne fréquente pas les mosquées assidûment.
Le ramadan est devenu très symbolique pour nous, pour les manifestants, car il nous donne l'occasion de nous rassembler quotidiennement après la prière du soir. Ces jeunes ont tous refusé de négocier avec le pouvoir, parce que ça n'aurait servi à rien. Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas aller négocier avec ce bourreau qui tue et arrache les ongles des enfants. Mohamed Ali fait partie d'un réseau clandestin d'activistes qui, pour la plupart, ne se sont jamais rencontrés. C'est aussi l'un des administrateurs de la page Facebook qu'ils ont créée sur le web. Nous sommes l'union des coordinateurs de la révolution syrienne. Nous avons un groupe secret, le groupe des coordinateurs de la révolution. Il compte 81 membres dans toute la Syrie. Nous décidons des slogans, du nom que portera chaque vendredi ou chaque semaine de manifestation et de tout ce qui concerne le suivi de la révolution. Un combat pacifique et démocratique que les activistes paient au prix fort. Mohamed Ali vient de perdre son meilleur ami, abattu à Dera lors d'une manifestation. حضرت الدفن؟ ما كنت قادر اروح على درعا، مطلوب انا كانت للفرع الامن، ما في اروح على درعا. اكثر جمله بتذكرك تبع الفيسبوك بدي يصير رئيس سوريا. وقتلوا المجرم، المجرم قتلوا لانه يعني عم يقتل احلامنا، عم يقتل احلامنا، مش بس عم يسرق الوطن ويغتال الوطن، عم يقتل احلام الشعب نفسه. Dimanche 7 août, direction Rastan, à 18 km de Hama, dans le centre du pays. Notre guide est le coordinateur de la révolution dans cette ville. Ses camarades le connaissent sous le nom de Rastan Free. Nous l'appellerons Omar, pour des raisons de sécurité. À l'entrée de la ville, un monument à la gloire d'Hafez el-Assad a été déboulonné par les manifestants. Ces images, tournées le 15 avril dernier, ont fait le tour du monde grâce à Omar et aux vidéastes amateurs de Rastan. La ville, durement réprimée depuis cet incident, est encerclée par les chars de l'armée, prêts à intervenir. Les vitres fumées de la voiture nous permettent de filmer sans être vus. Ça, c'est un bâtiment qui a été brûlé par l'armée quand elle est entrée dans Rastan. Et là, c'est un club de sport que le Japon a financé. La sûreté en a pris le contrôle le 29 mai dernier et maintenant il grouille d'hommes de la sécurité. À la place des équipements sportifs, il y a des gens de la sûreté à l'intérieur. À notre grande surprise, une fois passé cet impressionnant cordon de sécurité, l'atmosphère change totalement. Le centre-ville est contrôlé par les manifestants. Ça, c'est le drapeau de l'indépendance. Rastan, libre, cité de la civilisation. C'était le drapeau de l'indépendance quand les Français ont quitté la Syrie. Par la suite, le drapeau a changé et les étoiles sont passées du rouge au vert. Et vous allez l'adopter à nouveau? Bien sûr. Omar vient d'apprendre qu'un homme a été tué à Rastan. Un officier qui venait juste de quitter l'armée pour entrer en résistance. يا حرام هذا بيت الكسم الفيديو تبعه عندي امبارح صورناه. يا حرام هذول منشقين قتل هلا واحد. 5 mois de révolte pacifique réprimée dans le sang ont provoqué le départ de nombreux officiers au sein de l'armée. La plupart ont fui le pays. Ceux qui ont été filmés par Omar la veille sont les premiers
à avoir osé défier le régime de l'intérieur en rejoignant le mouvement de révolte. Cette vidéo des militaires, c'est nous qui l'avons tournée. On l'a communiquée aux médias et postée sur YouTube. Le communiqué émane de la direction des officiers libres de l'intérieur. Ce sont les officiers actifs sur le terrain. Ils invitent les officiers libres hors de Syrie à les rejoindre et ceux qui sont encore dans l'armée régulière à faire défection et à se joindre à eux. Fadi, c'est lui qui est mort? Fadi Qassem, c'est lui qui est mort. Et voilà son communiqué. أنا الملازم فادي الكسم من مرتبات الفرقة الثالثة المدرعة الغرفة 14 مدفعية ميدان وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش والقوات المسلحة وانضمامي إلى لواء الضباط الأحرار لرد الظلم على المدنيين من عصابات الأمن والشبيحة ولما شاهدته من دمار في مدينة الرستن وما يحدث في بقية المدن والمحافظات المحاصرة. Omar ne peut pas nous accompagner au cimetière, trop dangereux. C'est son oncle qui se porte garant pour nous. Malgré les risques, la foule est venue nombreuse honorer la dépouille de Fadi Qassem, le soldat déserteur. Je vous dis quelques mots. S'il te plaît, aidez-nous. Régime Bachar al-Assad, tuez-nous. S'il te plaît. Chaque jour, il y a les sangs. Je ne peux pas parler. S'il te plaît, aidez-nous. Régime Bachar, tuez-nous. S'il te plaît, aidez-nous. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté seulement. Seulement la liberté. Seulement la liberté. S'il te plaît, Sarkozy, j'ai envoyé moi, je m'appelle Walid Abed, j'ai envoyé par ambassadeur un tableau pour aider moi. Moi, je n'ai pas chaussures, comme la prison. Nous sommes pauvres gens. Pourquoi faire ça? Régime, aidez-nous s'il te plaît. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. À la nuit tombée, la mère du jeune soldat défunt nous reçoit. Mon fils était en permission pendant 5 jours. À la fin de sa permission, il m'a dit « Maman, je ne veux pas rejoindre ma division. Ils veulent nous envoyer à Deir ez-Zor. » Hier, il a rejoint les officiers libres. Et aujourd'hui, ils l'ont tué. Hier, il m'a dit « Maman, je veux partir. Laisse-moi aller là-bas, même si je dois mourir en martyr. C'est mieux que d'aller avec l'armée et qu'on me dise de tirer sur les gens. »
Il y a plein d'indiques ici. Hier, dès que mon fils a rejoint l'armée libre avec d'autres officiers, ils ont été balancés aux autorités, qui les ont suivis et ont ouvert le feu sur eux. Mon fils a été le premier à être tué. Comme tous les soirs, après la rupture du jeûne, tout le monde se retrouve sur la place centrale de Rastan. L'armée postée à l'extérieur de la ville laisse faire pour l'instant. La manifestation quotidienne débute par un hommage aux officiers libres et à Fadi Qassem, le lieutenant tué dans l'après-midi. Les manifestants improvisent une danse, la traditionnelle ouara, devenue leur signe de ralliement à travers tout le pays. L'ambiance est bon enfant. À Rastan, tout le monde vient en famille. Sur les toits, le comité de coordination de la révolution dirige les opérations. Un projecteur pour éclairer la foule, un ordinateur pour la filmer. Les seuls moyens qu'ils ont pour rendre compte de leur mobilisation. Omar a réussi à organiser une rencontre avec les compagnons d'armes du lieutenant Fadi Qassem. Pour les retrouver, nous devons sortir de Rastan et surtout passer le cordon de sécurité établi par l'armée. والدبابات متمركزة باتجاه المزارع رايحين عليها. كله مراقب بالنواظير الليلية يعني. في طرقات زراعية بين الأراضي الترابية يعني الآن نطفي الضوء لما نمشي بين الأشجار يعني. Après 40 minutes de route, dont une partie dans l'obscurité la plus totale, nous appelons les officiers libres. Ils vont nous conduire dans leur repère, une ferme au milieu de nulle part. Dans cette ferme, 8 officiers libres vivent retranchés. Ce soir, ils portent le deuil de Fadi Qassem. Ils sont tous originaires de Rastan, où la population leur offre refuge. Au total, il ne serait encore que quelques centaines de militaires à avoir déserté. Leurs moyens sont dérisoires face à une armée qui compte un demi-million d'hommes. La plupart n'ont que l'arme qu'ils ont emmenée avec eux. Recherchés activement par les services de sécurité, ils n'ont plus rien à perdre. ملازم فايز لعبد الله الدورة 63 حربية هايويتي. ملازم أول عمر أحمد الشمسي الدورة 61 حربية من لواء الضباط الأحرار.
Nom, grade et carte d'identité, pour qu'il n'y ait aucun doute sur leur engagement. Tous sont officiers. Ils affirment que 300 gradés ont déjà rejoint leur armée libre. Au centre, un cousin de Mustafa Atlas, ministre syrien de la Défense pendant 30 ans. Un des piliers du régime al-Assad, responsable du massacre de Hama, qui a fait plus de 10 000 morts en 1982. La défection d'un membre de sa famille a fait l'effet d'une bombe en Syrie. Je suis le premier officier à avoir déserté l'armée syrienne. Et je suis témoin des massacres commis par le régime contre les civils. Je suis à la fois citoyen et militaire, et en tant que tel, de Deraa au sud, à Homs au centre, je confirme qu'il n'y a pas de milice armée parmi les manifestants. Seuls les officiers libres se chargent de protéger les populations. C'est notre droit de défendre le peuple par les armes contre toute force qui voudrait lui nuire. Tous témoignent de la brutalité de la répression. Bien sûr, ils ont formellement interdit à la presse d'entrer dans le pays pour cacher la réalité et les crimes contre l'humanité qui sont commis en Syrie. Moi, j'ai été arrêté 6 jours au centre 293 d'interrogatoire des officiers. Avant de déserter, j'ai participé aux opérations militaires menées à Deraa. Nous faisons partie des premiers militaires à être entrés dans la ville. J'ai été témoin d'exactions que j'ai dénoncées dans un rapport, et personne n'a sanctionné l'officier qui a volé et tué. Moi, j'ai été le témoin direct de vols d'argent et de torture à l'encontre de jeunes comme nous, de jeunes torturés sexuellement par un officier. Et j'ai dénoncé ça dans un rapport. Et l'officier est connu, c'est le commandant Abdelkarim. J'ai été arrêté pour sympathie avec les manifestants. Je suis officier, mais j'ai dormi 6 jours en prison avec mes galons et les menottes aux mains. J'ai été jeté au mitard 6 jours. Le lendemain de cet entretien, l'armée a lancé une opération d'envergure dans les faubourgs de Rastan pour neutraliser cet embryon de résistance. Sur les 8 officiers que nous avons rencontrés, un seul sera capturé, Yacoub Taktak. Depuis, ses camarades n'ont plus aucune nouvelle de lui. « 8 août 2011. Nous quittons Rastan pour Homs, 700 000 habitants, la 3e ville du pays. C'est ici qu'est située l'Académie militaire nationale, dont sont issus tous les cadres de l'armée. En juillet dernier, des affrontements violents ont eu lieu entre des cadets hostiles au régime et des loyalistes au président al-Assad. Selon plusieurs sources, l'hôpital militaire situé en face de l'académie serait utilisé comme un centre de torture par l'armée. Saïd, 21 ans, a rejoint le mouvement dès le début, en mars dernier. C'est l'heure de la grande prière de la mi-journée à la mosquée Koba, l'un des points de ralliement des manifestants. Pour ne pas être repéré, il attend que les fidèles soient plus nombreux avant de se joindre à eux. Au début de la révolte, on n'était pas nombreux, puis on l'a été de plus en plus. On savait que ça allait s'amplifier, parce qu'il y a trop d'injustice. Un membre du comité de coordination nous demande expressément de ne pas filmer les gens de face. Dès que le cri de ralliement sera lancé à la fin de la prière, il nous faudra baisser la caméra. Saïd nous affirme que la plupart des manifestants qui se retrouvent à la mosquée sont laïcs et n'ont aucun lien avec des mouvements salafistes. Les slogans, eux, sont sans concession pour les soutiens traditionnels du régime.
لا إيران ولا حزب الله. ليش لا إيران ولا حزب الله؟ بدنا رئيس يخاف الله عشان تكون شعاراتنا بعيدة عن الدين وما يقولوا لا سلفيين ولا أخوان. انتوا شفتوهم حدا شافهم بحمص؟ مثلثا لقطوا اثنين إيرانيين تم قتلهم. Face aux manifestants, des bus des forces de sécurité, prêts à intervenir dès qu'on leur en donnera l'ordre. I said you don't know when they are going to fire people here. كله سوا يا شباب كله سوا يا اخوان يا عرب ويا عرب يا عرب ويا عرب. حيتحدوا الامن هونيك؟ بدون ما يتحدوا هن الامن بجلعان جاي اول عشان تفريق المظاهرات بيستخدم الرصاص الحي. قديش سقط امبارح؟ امبارح في 11 شهيد بباب السباع. وثاني يوم عم بتطلع المظاهرات مش هيك؟ هذا تصدي وعدم خوف من المتظاهرين. Après quelques minutes de confrontation avec les forces de sécurité, Saïd et ses camarades décident de bifurquer dans une des rues adjacentes. En signe de défi, ils déploient le nouveau drapeau de la Révolution. Mais ce jour-là, ils n'iront pas plus loin. Le dispositif militaire est trop important dans le centre-ville. Rendez-vous est pris 2 heures plus tard avec Saïd, dans la petite échoppe où il est employé depuis quelques mois. Son patron accepte notre présence, mais discrètement. Saïd a déjà été arrêté et identifié par les services de sécurité. Qu'est-ce qui vous a poussé à briser le mur de la peur et à vous révolter? C'est l'injustice de plus en plus grande. Le moindre agent des renseignements peut faire le malheur autour de lui. C'est-à-dire qu'il est tout puissant? Il a un pouvoir absolu, total et absolu. Un assistant des renseignements militaires peut atteindre et interroger le plus grand général de l'armée. Il a carte blanche pour humilier, pour insulter tout le monde. On vous a déjà torturé? Bien sûr, j'ai été torturé. Ils ont le pneu, l'électricité, le balango. Le balango, c'est comme le palan avec lequel on accroche les bêtes. La personne est menottée, puis accrochée au palan. Et donc, tout le poids de son corps repose sur ses mains. Le balango est une technique de torture typiquement syrienne, reproduite ici par un ancien prisonnier. La torture, un moyen redoutable pour tenter de dissuader les manifestants. Personne n'est épargné. Les activistes, les femmes, les vieillards et même les enfants. Comme Hamza Al-Khatib, un garçon de 13 ans devenu l'icône de la révolution. Arrêté le 29 avril dernier en marge des manifestations de Dera, son corps sera rendu le 27 mai à ses parents. Le visage tuméfié, la nuque brisée, les organes génitaux mutilés et le corps criblé de balles. La diffusion de ces images sorties sous le manteau va provoquer de violentes manifestations à travers tout le pays et des centaines de milliers de messages de soutien sur cette page Facebook intitulée « Nous sommes tous Hamza Al-Khatib ». À Homs, les exactions commises par l'armée ont souvent lieu dans les hôpitaux militaires. Plusieurs témoins ont accepté de nous parler. Pour les rencontrer, il est plus sûr de les regrouper tous en un même lieu, chez un commerçant proche des activistes. L'homme est médecin dans un hôpital militaire. Assise à sa droite, une bénévole, en contact direct avec les blessés. Il y a des médecins armés dans l'hôpital. Nous avons 3 médecins dans notre hôpital et un groupe d'infirmiers qui sont très impliqués dans la torture. Ils sont désormais connus de tous. Il y a différentes manières de liquider des blessés à l'hôpital. Une overdose de médicaments ou d'anesthésiants,
Couper l'oxygène pendant une opération, tout cela entraîne la mort du patient. Nous avons eu le cas d'un blessé qui a été admis avec une balle dans la cuisse. Le lendemain, il est sorti mort, une balle dans la tête. Il a été achevé à l'hôpital militaire. Pour faciliter leur besogne, les autorités exigent du corps médical le transfert de tous les manifestants blessés vers les hôpitaux militaires. Les hôpitaux privés n'ont pas le droit d'envoyer leurs ambulances pour évacuer les blessés. C'est interdit. Et s'ils trouvent un manifestant blessé dans un hôpital privé, ils rentrent dans l'établissement et l'abattent à l'intérieur. C'est pire que des prisons, car ils ont des instruments chirurgicaux et ils usent du bistouri comme bon leur semble. Rappelle-toi du massacre de Tel Nasser quand ils ont arrêté votre ambulance. Un soldat t'a demandé « Où vas-tu ?» Tu as dit « J'ai des blessés ». Il t'a répondu « Qui t'a dit de les sauver ?»« Arrière !» Et ils ont tiré sur l'ambulance. Les soldats hurlaient « Nous on les tue et vous voulez les sauver ? Dégagez !» Cette jeune activiste est chargée de recenser les cas de torture en Syrie. Elle constitue des dossiers que les comités de coordination de la révolution espèrent utiliser le jour où le pouvoir devra rendre des comptes. Cette vidéo, par exemple, on l'envoie à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre ces vidéos, pour les communiquer au monde extérieur. Si vous écoutez cette vidéo, le médecin légiste explique tout, avec des détails médicaux. Cet homme a été arrêté. Il n'était pas dans une manifestation, mais parfois ils arrêtent les gens au hasard. Ils l'ont pris et l'ont torturé. Ils lui ont arraché les ongles. Ils lui ont versé de l'acide sur le ventre. Vous voyez là, ils ont versé de l'acide sur son ventre. Ils lui ont brûlé les mains avec de l'eau chaude. Ici, c'est des traces de balles. Nous, on ne veut pas se contenter de voir le président démissionner comme ça a été le cas ailleurs. On veut qu'il comparaisse devant un tribunal. Quel tribunal? Le tribunal pénal international de La Haye. Si on envoie tous ces cas à Human Rights Watch, c'est pour qu'ils les transmettent à la Cour pénale internationale. De retour en France, nous apprendrons que tous les dossiers constitués par les activistes syriens ont pu être transmis au Conseil de sécurité de l'ONU à la fin du mois d'août. À la télévision syrienne, organe officiel du régime, le pouvoir agite la menace salafiste, notamment à Hama, bombardée depuis plusieurs jours par l'armée. Objectif, justifier l'ampleur de la répression et discréditer le mouvement de révolte. وها نحن نثبت بالصوت والصورة ما قلنا. Civils en armes, aux abords de Hama, accusés d'être des terroristes. Aveux télévisés de prisonniers affirmant avoir été payés pour faire le djihad. Pour le régime, des images censées prouver l'implication de salafistes aux côtés des manifestants, de la pure propagande pour les activistes syriens qui insistent sur le caractère pacifique de leur révolte. Malgré le blocus de la ville, nous décidons de nous rendre à Hama. Mardi 9 août, aux abords de Hama, nous croisons un convoi de l'armée qui se retire de la ville. Des blindés envoyés en renfort vers d'autres régions du pays. Depuis 10 jours, Hama subit une vaste offensive de l'armée qui aurait fait des centaines de morts. Jusqu'à présent, aucun média indépendant n'a pu pénétrer dans la ville. Ces images, tournées le 31 juillet par un habitant de Hama, témoignent de l'ampleur de l'opération militaire.
Aujourd'hui, Hama est une ville fantôme, un champ de bataille où même les mosquées n'ont pas été épargnées. Les réfugiés qui ont fui les bombardements commencent tout juste à revenir. Ici, c'est comme si la vie venait à peine de reprendre. Pendant 10 jours, même les cimetières ont été bombardés. Les corps de certaines victimes ont dû être enterrés à la hâte, dans des jardins publics. Combien de personnes sont enterrées ici? 9. C'est vous qui les avez enterrés? Oui. Vous habitez dans le quartier? Oui. Comment vous appelez-vous? Je ne peux pas vous donner mon nom. Ça, c'est qui? Ça, c'est Milad Komosh. Il n'y a que les morts qui peuvent dévoiler leur nom dans ce pays? Oui, seulement les morts. Les vivants, on ne peut pas. Abdel Salam Matouk. Il avait 7 ans. Comment est-il mort? Il était avec son père qui courait avec l'enfant sur ses épaules. L'armée et les miliciens ont tiré. Le père s'en est sorti, mais l'enfant a été touché. Le voilà. Il a reçu une balle dans le cœur. Il a reçu une balle dans le cœur et voilà sa tombe. Il avait 7 ans. Pourquoi avez-vous enterré les victimes dans des jardins et pas des cimetières? Au début, on enterrait les morts dans les cimetières. Mais ils bombardaient les cimetières même pendant les enterrements. On a eu 13 morts. Des gens sont morts dans les cimetières et nous n'avons pas pu les sortir. Ils ont utilisé des balles explosives. Elles traversent les murs et éclatent dans les maisons. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un éclat de balle. Les habitants du quartier ont gardé les munitions utilisées par l'armée contre eux. C'est avec ça qu'ils nous ont tiré dessus. C'est un obus d'artillerie MT, calibre 14,5. C'est des munitions antiaériennes. Ils les ont utilisées pour nous tirer dessus, nous, les êtres humains. Vous dites que c'est une balle iranienne? Oui, on pense que ce sont des balles iraniennes. On a tous fait notre service militaire. On connaît toutes les munitions utilisées en Syrie. Cette mère a perdu son fils, abattu d'une balle le premier jour du Ramadan. J'aimerais tant être morte à ses côtés. Que Dieu ait son âme. Ça fait 10 jours que je dors à côté de sa tombe. Que dire ou raconter de plus? À qui peut-on faire parvenir notre voix? Elle est sans nouvelles d'un autre de ses fils, porté disparu depuis une semaine. Elle n'a plus rien à perdre. Voulez-vous que je cache votre visage? Non, ne le cachez pas. Pourquoi? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de lui. Même s'il doit venir me couper en morceaux, lui et son parti. Ça fait 42 ans qu'il nous égorge vifs. Aussi vrai que Dieu est grand. Ils ont même pris le père de mes enfants en 82. Et il est mort? Bien sûr, ils l'ont pendu dans la prison de Todmor du temps de Hafez al-Assad, le chien. J'aimerais tant qu'il soit vivant et qu'on soit en train de bouffer de la terre. Bouffer de la terre serait pour moi une joie, plutôt que de le voir là-dessous, de le voir mort. Un jour, ils sont à tes côtés et le lendemain, tu les perds. Je les ai élevés seuls pendant 30 ans et ils sont venus les abattre en quelques secondes. Hama a connu le pire massacre de l'histoire du pays en 82. Un mois de siège pour réprimer une révolte des frères musulmans. Entre 10 000 et 20 000 personnes auraient été tuées. Mais faute d'enquête indépendante, le nombre de morts n'a jamais pu être déterminé. Kalaniye, l'un des quartiers de Hama le plus durement touché lors du massacre de 82. Ce jardin public était un cimetière à l'époque. Depuis le 31 juillet, 11 personnes y ont été à nouveau ensevelies à la hâte.
Ce jeune garçon vient d'enterrer son oncle. Personne ne pensait que ça redeviendrait un cimetière un jour. Hafez, ce chien, avait détruit le cimetière. Il a rasé les tombes et ils ont tout couvert de terre rouge. Il l'a fait disparaître pour qu'il ne reste plus de traces, pour faire croire à la presse que rien ne s'était passé ici. Il l'a rasé et en a fait un jardin. Après les massacres de 82, de nombreux immeubles ont été reconstruits dans le quartier. Selon plusieurs témoins, ils dissimuleraient des fosses communes. Comme cet hôtel appartenant à la chaîne française Le Méridien, situé dans une zone lourdement bombardée par l'aviation. Lorsqu'ils ont commencé à creuser pour construire l'hôtel, ils ont trouvé les corps en dessous. Ils ont trouvé des ossements dans les débris. Nous avons demandé à un groupe de jeunes liés au comité de coordination de la Révolution de répondre aux accusations des autorités qui affirment que des hommes en armes proches des salafistes se sont joints à leur mouvement de révolte. Regardez où sont les groupes terroristes armés. Là, c'est l'armée, la sécurité, leurs gros bras, tous ensemble. Vous allez voir les agissements des gros bras. C'était le vendredi des enfants de la liberté. C'est la première fois que je montre ces images à quelqu'un. C'est à Hama. Maintenant, regardez. Les images sont plus parlantes que tout ce que je peux dire. Ce jour-là, même les autorités ont reconnu la mort de 183 manifestants. Et ça après qu'ils se soient approchés de l'armée pour saluer les soldats. Ils pensent qu'en agissant avec autant de violence, ils vont nous pousser à prendre les armes pour les affronter. C'est absolument impossible. C'est hors de question. On ne veut pas qu'il nous arrive la même chose qu'en Libye ou en Irak. Nos manifestations resteront pacifiques à 100%. On dit qu'il y a beaucoup de salafistes parmi vous et que c'est la raison pour laquelle le régime s'acharne contre votre ville. C'est un prétexte pour nous réprimer. Nous n'avons pas de salafistes parmi nous. Nous sommes 30 amis à aller manifester tous les soirs. Il n'y en a pas un parmi nous qui jeûne ou qui prie. Un vrai salafiste porte la barbe. Il s'habille en tenue pakistanaise. Nous, on va à la piscine, on s'habille en short. Pour la plupart, on ne jeûne pas. La preuve, voilà, on boit du café alors qu'on est en plein mois du Ramadan. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons le multipartisme, un État démocratique et laïque. On ne veut plus vivre comme dans une tombe. Dans l'Assemblée, un homme torturé par l'armée 7 jours auparavant a tenu à témoigner à visage découvert. Ces images, tournées quelques heures après les faits, ont pu être transmises à l'extérieur au moyen d'une clé USB. Ça, c'est avec des crosses de fusil et des coups de botte. Là, avec des ceintures. Sur mon dos, avec des cigarettes. Là, là et là.
Là, c'est avec des ceintures. Avec des ceintures. L'un d'entre eux avait un couteau, une lame de baïonnette. Il m'a lacéré le ventre avec. Là, mon nez est cassé. Aujourd'hui, on rêve de mourir d'une mort civilisée. Une belle balle qui soit faite pour les êtres humains. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent, mais sans nous défigurer. Que nos mères ne récupèrent pas des cadavres complètement méconnaissables. Plus que l'armée, la bête noire de ces activistes, ce sont les milices qui agissent en toute impunité dans le pays. Comme précédemment à Rastan et à Homs, à Hama aussi, plusieurs témoignages nous confirment la présence d'éléments étrangers aux côtés de l'armée syrienne. Lorsque l'armée a voulu entrer dans la ville, elle a utilisé l'artillerie. Il y avait un groupe d'Iraniens. Ils sont montés sur le toit du poste de police et ont commencé à tirer sur les gens et les familles qui voulaient fuir la ville. Ils ont tué 100 personnes. Des Iraniens. Ils étaient barbus et ne parlaient pas l'arabe. Vous les avez vus? Oui, je les ai vus de mes yeux. Quand l'armée s'est rendue compte que les Iraniens n'avaient plus de munitions et qu'ils allaient se rendre, elle a bombardé le poste de police pour les tuer, pour qu'on ne les attrape pas vivants et qu'on se rende compte qu'ils sont Iraniens. On a vu les 3 qui sont restés en vie. Quand ils sont sortis, on a pensé qu'ils étaient sourds à cause des tirs d'artillerie qu'ils avaient subis. On a cru qu'ils avaient été sonnés par la violence des bombardements contre le poste de police. On a mis la main sur leurs papiers d'identité. Ils sont Iraniens. Vous les avez? Les papiers sont avec des hommes qui ont fui la ville. À titre de preuve, des cartes d'identité appartenant à des Iraniens sont régulièrement postées sur la page Facebook des comités de coordination de la Révolution. Celle-ci, par exemple, a été récupérée en pleine manifestation par des activistes à Damas. Autre preuve diffusée par l'opposition, ces images tournées par un soldat syrien à la frontière avec le Liban. Son bataillon accueille ce jour-là des miliciens du Hezbollah, le parti libanais pro-iranien, dirigé par Hassan Nasrallah. À Rastan, lors de notre entretien avec les officiers libres, eux aussi s'étaient exprimés sur la question. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Dans notre armée, se laisser pousser la barbe est interdit. Et c'est partout pareil. Des gens portant l'uniforme de l'armée et de la sûreté se sont joints à nous. Ils avaient des barbes incroyables. Il y a des membres du Hezbollah et des gardiens de la révolution iranienne qui ont été infiltrés dans les combats en Syrie pour réprimer les manifestants et augmenter les effectifs. Parce que beaucoup d'hommes de la sûreté et de l'armée refusent de s'attaquer aux manifestants. Donc ils font appel à des effectifs supplémentaires pour aider ceux qui soutiennent le régime. Sur leur page Facebook, les officiers libres affirment avoir tué un membre du Hezbollah, responsable de la mort de plusieurs manifestants. Son nom est même dévoilé, Nazim El-Abiar, un franc-tireur du Parti de Dieu abattu par les officiers libres à Homs. Samedi 13 août, nous quittons Hama pour rejoindre la capitale. Nos accompagnateurs sont inquiets. Un simple contrôle d'identité suffirait à mettre en danger tout le réseau clandestin mis en place par les comités de coordination de la Révolution. Avec les films et les documents qu'elle transporte, fais bien attention qu'ils ne fassent pas de problème. Je te jure qu'avec ce qu'elle a sur elle, c'est la pendaison assurée. T'inquiète pas. Ok, t'es prévenu. Merci beaucoup et pardon pour tous ces tracas. Mais de rien. Merci. Après 11 jours passés au cœur de la révolte syrienne, retour à Damas, où le temps semble figé. Comme si rien de tout ce que nous avons vu n'avait de prise sur le régime. Ici, les drapeaux du Hezbollah libanais, les portraits de Bachar el-Assad et de ses alliés,
le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et de Hassan Nasrallah, chef du Parti de Dieu, sont partout. Le dernier carré de fidèles du régime. Mais pour combien de temps encore? Combien de temps encore pourront-ils fermer les yeux face au formidable espoir qui s'est levé dans tout le pays?